S'affichant comme une sorte d'armure, les droits de l'homme nous protègent. Tout comme les émotions, ils appartiennent à tous et existent quoi qu'il arrive. Les droits de l'homme sont aussi des règles qui nous disent comment nous comporter. Mais comment les reconnaître et surtout comment les vivre et les faire vivre au quotidien? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Parole des femmes. Députée nationale élue de la circonscription de la Funa à Kinshasa, Christelle Vwanga fait partie du réseau des jeunes parlementaires et de l'opposition parlementaire. Désignée en novembre 2019 dernier comme la présidente de la commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale, elle promet de rétablir le droit et à porter haut les voix des femmes violées et mutilées. Elle nous en parlera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Parole des femmes qui, vous le savez, fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Et ce soir, nous parlerons droits de l'homme en compagnie de Christelle Vwanga, députée nationale élue de la circonscription de la Funa ici à Kinshasa, et récemment désignée présidente de la commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Notre invitée reviendra sur sa mission dans cette nouvelle fonction et en même temps nous retracera la situation des droits de l'homme ici en RDC. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Parfois appelés droits humains ou droits de la personne, les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain, en tant que tel et indépendamment de sa condition sociale, a des droits. Ces droits sont inaliénables de tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, lieu de résidence, origine ethnique ou nationale, sexe, religion ou toute autre condition. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sans discrimination et sur un pied d'égalité. Les droits de l'homme sont donc inaliénables. Ils ne peuvent être abrogés sauf dans des circonstances particulières et conformément à une procédure spécifique. Le droit à la liberté peut par exemple être limité si un tribunal reconnaît la personne coupable d'un crime. Tous les droits de l'homme sont indivisibles, qu'ils soient civils ou politiques, notamment le droit à la vie, l'égalité devant la loi et la liberté d'expression, les droits économiques, sociaux et culturels comme le droit au travail, à la sécurité sociale et à l'éducation, ou encore les droits collectifs comme le droit au développement et à l'autodétermination sont donc indivisibles, liés et interdépendants. L'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres. Il n'est aujourd'hui aucune organisation politique qui ne se prévale de son souci de réaliser les droits de l'homme. Longtemps limité par les cadres nationaux, cette préoccupation s'est affirmée sur le plan international lorsque le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a voté sous le titre de Déclaration universelle de droits de l'homme, la charte proclamant les principes dont devrait s'inspirer la politique de tous les États et qui commanderait également l'action des organes de la communauté internationale. Toutefois, parmi les nombreux problèmes liés aux droits de l'homme qui se sont multipliés durant les 2 premières décennies du XXIe siècle, l'on peut citer l'urgence climatique mondiale qui constitue probablement la plus grande menace pour les droits de l'homme à l'échelle de la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Du droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau et au logement, au droit d'être libre de toute forme de discrimination, au développement et à l'autodétermination, ces effets se font déjà sentir. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre. Et comme nous l'annoncions au sommaire, ce soir, nous parlerons droits de l'homme en compagnie de Christelle Vwanga, députée nationale élue de la circonscription de la Funa, ici à Kinshasa, et récemment désignée présidente de la commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Avec elle, bien sûr, nous parlerons droits de l'homme. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Merci de disposer de votre temps. Oh, c'est moi au contraire qui vous remercie. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien. Surtout que c'est la fin de l'année, donc oui. Ça va bien. Dieu fait grâce. Christelle Vwanga, vous faites partie des députés les mieux élus de Kinshasa. Alors, quel sentiment vous anime lorsque l'on vous rappelle cela?
C'est vrai qu'il y a un sentiment de joie, mais plus un sentiment de responsabilité parce qu'il faut maintenant garder le cap. Il faut se poser la question, est-ce que si il y aurait encore élection, est-ce que vous serez encore réélu de la même façon? Et c'est cette responsabilité-là qu'on doit se réveiller avec, dormir avec, pour vous permettre de garder au fait la ligne. La ligne, qu'est-ce que je faisais avant pour que ces citoyens congolais dignes puissent me voter massivement. Alors c'est cette question-là qui me permettra de garder vraiment ma ligne de conduite et de répondre toujours à leurs questions. Si jeune, comment se sent-on dans la peau d'un parlementaire? Bon, honnêtement, c'est vrai qu'il y a des moments où on vous rappelle toujours votre jeunesse, mais honnêtement, je pense que la politique n'a pas d'âge. Parce qu'il y a eu des grands politiques ici, les Lumumba, les Kasavubu à l'époque, les Tshisekedi, ils étaient très jeunes, ils étaient dans la trentaine. C'est vrai qu'entre-temps, il s'est passé un fossé, et ce fossé était vraiment béant, où on n'a pas retrouvé des jeunes activement occupant aussi de hautes responsabilités. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons renverser la dynamique. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de sensibiliser. Pour ceux qui me suivent, par exemple, sur ma page Facebook, Christelle Wang officielle, je suis tout le temps dans les universités, dans les écoles, pour parler aux jeunes, pour leur dire que nous avons la possibilité de renverser la tendance. On ne peut pas à 30 ans vous considérer comme un bébé, alors que sous d'autres cieux, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui mènent la cadence. Vous avez vu en Finlande, le nouveau gouvernement, Premier ministre, c'est une femme, elle a 34 ans, ministre de Finances, 32 ans, ministre, 30 ans, donc c'est un gouvernement jeune. C'est vrai que la jeunesse est un atout, mais ça peut aussi être un handicap. Alors, pour nous qui avons commencé la carrière politique très jeune, alors nous avons les risques. Soit vous brillez, vous avez une longue carrière, et soit vous tombez, vous avez une retraite anticipée. Et c'est là que nous devons nous battre. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus sur ce nouveau challenge? C'est la rencontre avec des gens. J'ai la possibilité de rencontrer des gens. À chaque fois que je marche, il y a des gens qui m'abordent avec leurs problèmes. Et cette facilité-là des gens de me parler, de m'exposer leurs soucis, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment magnifique parce qu'on ne s'ouvre pas à n'importe qui. Vous pouvez avoir des moyens, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais que quelqu'un qui ne vous connaît pas vous arrête en cours de route pour vous dire qu'honorable, regardez mon problème, regardez ceci. C'est une marque de responsabilité. Et ça, j'aime. Et d'après vous, cette facilité de vous approcher, c'est parce que vous êtes simple ou c'est parce que bon, vous êtes de nature déjà, comment je peux dire, accueillante? Accueillante, ça c'est moi. Je suis vraiment accueillante, je suis vraiment ouverte. Et puis je pense que ça vient plutôt de mon enfance. J'ai beaucoup évolué dans les mouvements des jeunes, groupe K, tout ça, la Bilenga, Mouinda. Et là, on vous apprend justement à vivre en communauté. Moi, là où j'ai grandi chez nous, personne ne va te dire que je me battais quand j'étais jeune. Personne. Au contraire, j'ai été toujours la fille sur laquelle tout le monde posait ses yeux. On disait aux petites filles, il faut être comme Ia Christelle. J'étais l'espoir de demain. J'étais l'espoir et beaucoup, même à l'école, même au lycée, quand j'étais en 6e, j'avais toujours les petites filles de première que j'encadrais. Elles venaient me chercher à la récréation, etc. Donc j'ai grandi un peu avec cette envie-là et cette responsabilité-là de travailler et de préparer la relève. Et qu'est-ce qui vous déplaît depuis que vous êtes devenu parlementaire? Est-ce qu'il y a une chose qui ne vous plaît pas du tout? Bon, ça, je dirais plutôt, ça ne me plaît pas, mais beaucoup de mes amis se plaignent parce que de nature, je suis une travailleuse. Quand je commence à travailler, j'oublie de manger, j'oublie que j'oublie que je dois aller me faire coiffer, etc. Voilà, j'aime bosser. Je commence à travailler à 6h du matin jusqu'à 22h. Et beaucoup de mes amis se plaignent maintenant, ils disent qu'ils ne me voient pas, ils se plaignent, mais je pense que ce n'est qu'une transition. À un moment donné, je vais prendre le rythme. Et puis, ils doivent aussi comprendre que les choses ont changé. Exactement, quand même, hein. Vous avez beaucoup plus de charges maintenant. Rappelons que c'est depuis décembre 2018 dernier que vous aviez été élu en tant que député national. Alors, quel bilan pouvez-vous dresser après une année? Après une année, je dirais que c'est un bon bilan. Personnellement, mais il n'est pas aisé de parler de soi. J'aimerais que les autres puissent le faire, mais en ces jours, j'ai vraiment pu rencontrer des gens et j'ai pu revoir encore ceux-là qui ont battu campagne pour moi, mes bases. Je ne les ai pas laissés. Je suis tout le temps en train de les accompagner, de voir comment est-ce qu'il y a un problème et surtout, peut-être que je vais aller vite en besogne avec la nouvelle commission. Ça me permet encore de côtoyer toutes les couches de la société. Donc,
c'est un peu ça. J'ai gardé le cap, j'ai gardé ma proximité avec ma base. Ça, c'est déjà un bon. C'est vrai que les choses sont allées très très vite, avec beaucoup de dossiers à régler. Mais quelles sont depuis vos priorités? Les priorités, la première, c'était la commission de droits humains, de droits de l'homme, la commission pour laquelle je me suis battue. Je suis même passée ici pour faire un plaidoyer parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'une grande assemblée nationale d'un pays qui a vécu très longtemps dans les injustices sociales, comment est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir une commission permanente de droits de l'homme. C'est comme ça qu'on s'est vraiment investi et là déjà ça a été une réussite parce que la commission est là, elle compte 56 parlementaires et la première fois, le premier jour où on a siégé dans notre commission, on avait dit que notre commission est apolitique. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de pro ou de anti. Nous sommes là pour les droits des Congolais, point barre. Et nous avons commencé à travailler. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué. C'est pas comme le ministre, c'est pas comme un ministère. Vous pouvez commencer directement à travailler. Nous, il faut la feuille de route parce que c'est une nouvelle commission. Il faut la feuille de route. Il faut composer les sous-commissions. C'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler. Mais seulement, je peux vous dire que à partir du moment où le peuple a su qu'il y avait une nouvelle commission dédié aux droits humains, madame, chaque jour nous recevons plus ou moins 20 à 30 courriers. Et ça seulement pour Kinshasa, parce que quand on va travailler, on devra travailler pour toute la République. Et ça sera encore terrible. Et nous voulons, nous dans notre commission, on s'est dit qu'on est là. On commence à recevoir parfois les gens à 8 heures. On vous appelle déjà pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici. Ils vous attendent, ils disent si vous n'êtes pas là, ils ne partent pas. Et là, je compris avec le peuple parfois n'a pas seulement besoin de la solution maintenant, mais le peuple a besoin d'abord qu'il puisse être entendu. Et le fait que dans notre commission, on se met, on reçoit la population, ils s'expriment, même si on ne trouve pas la solution maintenant, mais du fond d'eux-mêmes, ils sont un peu convaincus, ils voient que nous avons la volonté de travailler. Et rappelons que c'est depuis novembre 2019 dernier que vous aviez justement été désignée comme la présidente de cette commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Toutes nos félicitations. Merci, madame. Alors, quels étaient... donc, d'abord, c'était sous votre initiative, puisque vous en avez même parlé dans cette émission il y a quelques mois passés. Alors, quels étaient les arguments concourus à sa validation? J'avais dit d'abord aux députés que pendant la campagne électorale, vous avez fait des promesses à la population. Et parmi ces promesses, il y a si je peux le dire ainsi, une qui est fondamentale, c'est faire respecter leurs droits. Et ça passe par le militantisme de tout un chacun. Parce qu'en réalité, si vous quittez votre travail, vous dites, je vais à l'Assemblée nationale pour désormais parler au nom de gens, vous êtes déjà défenseur de droits humains. Parce que les droits de l'homme, c'est un domaine transversal qui touche toutes les parties de la vie des gens. Et vous êtes défenseur des droits de l'homme et vous êtes là à l'Assemblée nationale et vous y êtes pour porter haut les desiderata de votre population. Donc, on aura plus à gagner, à s'asseoir, à déléguer, si vous voulez, une cinquantaine de personnes, une soixantaine de personnes, pour que chaque jour, qu'ils puissent cogiter sur la vie de la population. Madame, le droit de l'homme, c'est le baromètre d'un état de droit. S'il n'y a pas le respect des droits des citoyens, le Congo ne développera pas. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas construire des gratte-ciel, des routes, des sauts de moutons, etc. Si le Congolais lui-même n'a pas été introduit, si son identité pose encore problème. Et c'est là notre travail. Et c'est un peu une économie, si je peux le dire, un résumé de ce que j'ai dit aux collègues. Et les collègues, personnellement, madame, se sont sentis interpellés. Voilà. Et devant cette commission, la commission a été votée massivement parce que les collègues ont dit non, non, non. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est la vérité. Et puis c'est une aubaine pour nous. C'est une aubaine pour nous pour la première fois. La première législature qui va voter une commission de droits humains. Parce que nous connaissons les conséquences. Un jour, nous serons appelés à sanctionner des gens. Un jour, nous serons appelés, d'ailleurs, dans très peu de jours, à auditionner des gens. Pourquoi il n'y a pas d'eau, monsieur le DG? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Comment un peuple peut évoluer s'il n'y a pas d'électricité? Pourquoi lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, les inondations, la République ne peut pas prendre en charge
les populations parce que c'est un droit. Pourquoi le peuple n'a pas droit à la santé, par exemple? Pourquoi devons-nous vivre dans un environnement pollué? Toutes ces questions-là ne vont certes pas trouver des réponses maintenant, mais ça a été une grande volonté politique et on l'a installée. Et après cette désignation, vous faites une déclaration, je cite, « La raison a primé sur l'émotion ». Quel sens donnez-vous à cette déclaration? Le sens que je donne, le premier sens que je donne, c'est que l'Assemblée nationale est un monde, premièrement, d'abord politique. Et quand on parle de politique, certains accusent les autres. Certains disent non, c'est vous de la majorité. Certains disent non, 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 c'est vous de l'opposition. Certains disent non, non, mais c'est nous tous. Mais parmi tous ces gens-là, parmi toutes ces émotions, il y a eu des gens qui ont dit non. Mais à un moment donné, tout doit s'arrêter. Et pour que tout s'arrête, il faut jeter les bases. Par quel canal passer? Et c'est par ce canal-là de cette commission. C'est comme ça qu'on a dit que la raison a primé. On n'a pas voulu mettre l'émotion pour dire que je connais celui-ci, je connais celui-là. Alors on ne crée pas la commission parce qu'un jour il viendra répondre ici. On a dit non, créons cette commission que nous allons léguer à nos enfants. Et puisque devenue désignée présidente de la commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale, quelles sont les urgences de cette commission? Oh, madame, vous savez, d'abord, quand on dit présidente d'une commission à l'Assemblée nationale, être président, c'est pas comme le président de la République. C'est pas comme président d'un club de foot. Assemblée nationale, tout se passe par consensus, par débat. Donc, je ne peux pas décider à moi toute seule. Non, tout se passe, on analyse, on dialogue. Regardez ce qui se passe. Qui sont pour? Qui sont contre? On prend toujours la majorité. Tout est soumis au débat. Et moi, je suis là peut-être pour présider, donner les grandes lignes, orienter, mais c'est pas genre présidente, non. C'est pas genre présidente. Voilà. Les priorités. La première priorité, c'était d'asseoir les sous-commissions, parce que ce sont les sous-commissions, les véritables manettes qui vont nous aider à travailler. Et dans les secteurs de droits de l'homme, il y a 3 générations de droits de l'homme. Il y a les droits civils et politiques, il y a les droits socio-économiques et culturels, et puis il y a les droits collectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit sur une nouvelle génération liée aux nouvelles technologies de l'information, mais on n'a pas encore tablé sur ça. Alors, dans le droit civil et politique, c'est là où nous retrouvons l'homme a droit à la vie, l'accès à l'information, la liberté de l'expression, de la presse, etc. Deuxième génération, le droit socio-économique et culturel, l'homme a droit à un travail. L'homme a droit de s'affilier à un syndicat. L'homme a droit à la grève, à un congé. Tout ça, là, on le retrouve là. L'homme a droit à une identité culturelle. Alors, à la 3e génération, ce sont les droits dits collectifs. Là, on retrouve les droits liés à l'environnement. L'homme a droit à un environnement sain, de l'eau non polluée, les mers non polluées, etc. C'est là où on les retrouve. Alors, nos priorités, c'était d'abord, comme je l'ai dit, asseoir ces sous-commissions. Et deuxièmement, tous les courriers que nous avons reçus, nous allons maintenant les subdiviser en tenant compte de leur nature. Telle demande va aller dans telle sous-commission, dans telle sous-commission, dans telle sous-commission. Et troisième priorité, nous avons déjà écrit pour auditionner le DG de la Régie des eaux et le DG de la SNEL, parce que nous voulons vraiment comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il n'y a pas d'eau même à la capitale. Pourquoi il n'y a pas d'électricité? C'est pas normal lorsqu'on survole la ville de Kinshasa, au lieu qu'il y ait des poches d'obscurité, mais il y a des poches de lumière. On se demande si en réalité notre pays est à cheval sur l'équateur, ou bien c'est tout ce qu'on nous a appris à l'école avec le fleuve Congo qui a un débit fort. Tout ça, c'est faux. On veut comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe. Et sur tous les courriers, la majorité était destinée à la Régie des eaux, à l'électricité, et puis il y a les salaires détournés, il y a des grévistes, il y a tout un tas de problèmes en tout cas. Il y a vraiment tout un tas de problèmes. Nous allons à présent, honorable Christelle Vouanga, suivre un petit élément de votre intervention à l'Assemblée nationale. Merci, honorable présidente. Mes sincères félicitations à notre très distinguée commission de l'ECOFIN. Mon intervention, je peux la qualifier d'une analyse transversale de notre rapport axé sur les droits humains. Chers collègues, lorsqu'il y a 2 concepts qui se battent,
d'un côté le réalisme et de l'autre côté l'idéalisme, il y a toujours un qui finit par battre l'autre. Chers collègues, si par hasard nous sommes en train de vendre des chiffres faramineux, creux à notre population, alors la réalité va nous rattraper. Les politiques et budgets sont des instruments clés pour traduire en pratique les obligations de l'État en matière de droits humains. Le budget est un instrument politique. Certains penseurs même disent que le budget est un élément de conquête et de la reconquête du pouvoir. Mais parlons en effet des réalités, du réalisme, les indicateurs de droits humains pour lesquels nous nous battons. 1. Un revenu annuel de moins de 400 $, le plus faible d'Afrique. 2. 16 à 20 milliards d'évasion fiscale. 3. Seulement 2,6% du potentiel hydroélectrique est exploité. 4. Moins de 9% de Congolais ont accès à l'énergie électrique. 5. 10% de nos concitoyens ont accès à l'eau potable. 6. 60 millions de Congolais n'ont pas accès au système de santé. À titre de rappel, par rapport au débat précédent, j'avais posé une question à son Excellence, Monsieur le Ministre, concernant le budget annexe en rapport avec nos hôpitaux. Ici à Kinshasa, l'hôpital Mama Yemo, l'hôpital général de Kinshasa, ça fait 7 mois que le centre de dialyse a fermé. Avez-vous vu la morgue? Avez-vous vu le couveuse? On demande à cet hôpital de donner plus, mais les services se dégradent. Les recettes de comptes spéciaux. Parlons du FOMI, le Fonds minier des générations futures. Lorsqu'on parle des générations futures, ici certainement on fait allusion à la jeunesse, à nos enfants. Certes, l'idée est très bonne, mais comment encadrer cette idée? Parce que nous savons que l'affectation pose problème. Comment expliquer, ou bien comment prétendre qu'un enfant qui est né ici chez moi au camp Kokolo, un enfant de militaire puisse avoir accès à ces fonds, parce que nous savons en réalité, ce sont les enfants de qui ont accès aux bourses d'études. Donc, chers collègues, comment encadrer cela? La problématique du dépassement du budget trouve toute sa quintessence dans l'article 49. Ici, j'extirpe les conflits armés. Non, lorsqu'il y a conflits armés, il peut y avoir une procédure d'urgence, de décaissement. Mais comment expliquer, dans l'est du pays, où nous avons chaque jour des conflits, où il y a une nébulosité par rapport aux groupes armés, où il y a des rébellions sporadiques, est-ce que ce n'est pas une brèche qui peut faire à ce que certaines personnes s'enrichissent parce que chaque jour, il y a des conflits armés dans l'Est? Chers collègues, le budget doit viser la réalisation de droits humains. Alors, je vais terminer par cette question. Parfois, il faut mettre les littératures d'un côté. Dans l'histoire des budgets célèbres, il y a un budget programme de la Corée du Sud, je me rappelle, c'était en 2007, qu'on avait résumé en l'intitulant le 747. Le 747, le 7 voulait dire le 7% de croissance économique par an. Le 4 voulait dire le 40 000 $ de PIB par habitant par an. Et le dernier 7 voulait tout simplement dire la 7e puissance économique mondiale. Alors, chers collègues, s'il nous est demandé de résumer notre budget en chiffres, comment allons-nous le présenter? Merci, chers collègues. 243. Merci. Voilà, de retour sur ce plateau de Parole des femmes. C'est vrai, beaucoup se plaignent du silence très accru des femmes à l'Assemblée nationale. Et vous faites partie des rares femmes qui font quand même bouger le Parlement avec cette belle intervention. Quelle a été, la réaction des autres, surtout les hommes? Bon, aïe, aïe, aïe. Les hommes, souvent, ils me disent, il y a un député qui m'a dit, j'aime toujours entendre quand tu parles. Ah.
J'aime tes interventions et ça réjouit. Et la présidente, j'ai rencontré la présidente dernièrement, quelque part. Et puis elle m'arrête pour me dire « Mais Christelle, ta dernière intervention là, elle était super, hein, la femme. » Donc voilà. Les collègues aiment. Et il y a aussi des collègues qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, à qui on n'hésite pas de demander à chaque fois « Est-ce que ici je peux aller dans ce sens ?» Et puis je pense que parler en public, madame, c'est pas facile. Et les députés sont comme parfois une salle de classe des enfants. Ah oui. Donc dès que vous faites une faute, ils peuvent huer sur vous et tout. Alors lorsqu'on manque de courage, on reste dans cette bulle-là, on a peur d'aller parler. Mais moi, je parle déjà depuis longtemps, donc c'est pas... Certes, vous parlez depuis longtemps, mais c'est depuis longtemps également que vous défendez les faibles. Et à travers cette nouvelle commission, vous décidez de porter haut et fort la voix ou les voix de toutes ces femmes violées et mutilées de la RDC. Alors, vous voulez également rétablir le droit. Alors, dites-nous un peu, quelle est la situation générale des droits de l'homme ici en RDC? Ok. Mais avant ça, madame, je vais vous dire aussi que je suis... présidente d'un autre réseau, c'est le réseau des parlementaires qui sont contre la peine de mort. Voilà. Et je suis aussi présidente provisoire du réseau des parlementaires pour la paix provisoire. Je suis aussi je suis rapporteur de réseau de parlementaires lutte contre la corruption et je suis aussi encore, enfin, du réseau de parlementaires contre le VIH et la tuberculose. Et membre des jeunes parlementaires. Oui, mais aussi de l'opposition parlementaire. Oui, ça fait quand même beaucoup tout ça. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, mais en d'autres termes, je me dis que ça en vaut la peine. Oui. Ça en vaut la peine parce que lorsqu'on est jeune et lorsqu'on est encore jeune femme, on est doublement handicapé. C'est-à-dire on attend que la petite erreur pour vous rappeler que vous êtes jeune et ça nous pousse à foncer davantage et à travailler. Et vous allez voir dans tous les réseaux où j'exerce, c'est pratiquement le même combat. J'aime les causes nobles, c'est battre pour que la femme congolaise soit... D'ailleurs même, je ne sais pas si vous avez suivi, on s'est vraiment battu pour l'indemnisation des femmes qui ont été violées à Songo-Boyo et à Lusenge. Ça s'est passé il y a 15 ans et nous sommes en train de se battre pour que ces femmes soient indemnisées. Chaque jour, il y a plusieurs problèmes et comme je l'avais dit au début, qu'on ne peut pas développer le Congo sans que le Congolais lui-même se sente au cœur du développement. Alors, vous avez posé la question de savoir quel est l'état de droits humains au Congo. Waouh, madame, cette question est vraiment... C'est la meilleure question de l'émission parce que les droits humains, c'est une ambition. C'est une ambition. Il n'y a aucun pays au monde qui peut dire que non, nous avons tout accompli. Non. Même en Europe, il y a des gens qui meurent en garde à vue, par exemple. Mais ils ont fait un effort d'un autre côté, c'est-à-dire le citoyen peut avoir un travail convenable, il peut assurer sa retraite, il a accès aux soins de santé. Parce que quand je vous ai peint le tableau des 3 générations de droits humains, j'ai oublié de vous dire une chose. Il y a un principe qu'on appelle le principe de l'indivisibilité des droits. Ça veut dire que une nation, un État ne peut pas dire aux citoyens, comme je vous ai déjà donné les droits de la première génération, je ne vous donne pas de la deuxième. Non, l'humain doit avancer avec toutes les 3 générations. Et ça, c'est le travail de l'État. C'est l'État qui doit assurer que la population a accès à ces 3 générations de droits humains. C'est une grande ambition, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il y a un levier, et un levier qui pose problème aux droits humains, c'est la justice. Tant que la justice ne sera pas la même pour les faibles et pour les riches, tant que devant les juges, un citoyen qui vient au fin fond de Kinshasa ou du Congo fait face à un homme, à un député, et il arrive devant le juge, on privilégie les députés et au détriment de celui-là, avant même qu'on puisse aller au procès, les droits humains n'auront pas leur place. Si nous recevons tous ces courriers, toutes ces plaintes de la population, c'est parce qu'avant ils sont allés devant la justice et ils n'ont pas trouvé gain de cause. Alors ils cherchent un arbre sur lequel s'abriter. L'état des droits humains au Congo est vraiment mitigé actuellement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une ambition.
on peut perfectionner. Nous allons vers la perfection, ce qui est très difficile, mais on ne peut pas travailler sans les hommes et les femmes épris de changement. On ne cesse de parler des violences faites à la femme. Alors, que comptez-vous faire pour lutter contre l'impunité? Parce qu'aujourd'hui, les bourreaux se promènent libres après avoir commis ce forfait. Et cette lutte contre l'impunité, est-ce utopique ou pourra finalement devenir réelle? Il n'y a rien d'utopique parce que si vous regardez ou bien vous lisez l'histoire du monde, il y a eu des tribunaux, il y a eu des gens qui se sont sentis très forts et à un moment donné, ils ont été obligés de payer. Le problème avec le viol, c'est qu'à un moment donné, le viol était utilisé comme arme de guerre par nos voisins pour déstabiliser la population. Parce que lorsqu'on viole déjà la femme du chef du village, c'est tout le village qui est déstabilisé. Lorsqu'on viole la femme du pasteur, c'est tous les chrétiens qui sont déstabilisés et ne peuvent plus se battre. Mais malheureusement pour nous, c'est une pratique qui a quitté l'état d'armes de guerre pour devenir enfin une culture. Cette année même, j'étais à Bukavu. Et curieusement, même dans les endroits où il n'y a plus de conflits, où il n'y a plus de militaires démilitarisés, mais curieusement, on reçoit toujours des femmes victimes de viol. Même en pleine ville, même à la cité, on reçoit toujours des femmes victimes de viol. Donc le viol de femmes est devenu une culture. Mais là, nous avons un partenaire, parce que je dis toujours le premier partenaire de droits humains dans l'État, c'est l'armée et la police. La police, l'armée fait beaucoup d'efforts. L'armée, par exemple, dans les massacres comme les viols des femmes de Songomboyo, par exemple, l'armée a condamné pour crimes de guerre ces militaires-là. Ils ont été emprisonnés et jusqu'à maintenant, je peux vous rassurer qu'ils sont en prison. L'armée a fait une très bonne chose. Mais nous voulons seulement aussi interpeller l'armée et la police, qui étant des partenaires de droits humains, qui devraient aussi nous aider à rendre visible le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que la population indexe souvent l'armée. Vous ne faites rien, l'armée ne fait rien, la police, alors qu'ils font des choses. C'est vrai que ce n'est pas grand, mais ils font aussi certaines choses qui doivent rendre visibles. Mais il y a aussi des mauvaises choses qui sont en train d'être faites. Par exemple, dans certains milieux reculés, l'armée, pas l'armée, mais certains militaires sont vraiment impliqués dans cette histoire des violences, de viol des femmes. Et il n'y a que la justice qui peut tout réparer. Un violeur qui est condamné, c'est déjà une dissuasion pour un autre. Qu'il soit qu'il soit militaire, qu'il soit civil, qu'il soit prêtre, qu'il soit homme d'église, s'il n'est pas condamné, c'est ça le problème. Et nous revenons dans ce que j'appelle l'œil du cyclone. C'est la justice. La justice, c'est le véritable catalyseur. C'est la justice qui doit nous aider. Si la justice ne fait pas bien son travail, moi je vais commencer à réceptionner de courriers et je n'aurai pas la tâche facile. C'est ça. Et dans son programme à la tête de l'État, le président de la République a fait des promesses, avec notamment la sécurité de la population, la promotion de l'état de droit ou encore l'amélioration des conditions dans les prisons et centres de détention. Quelle est votre lecture par rapport à ces différentes promesses? Non, mais les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les reçoivent. Ça dépend si on reçoit, si vous les recevez comment et tout. Ben, je pense qu'à un moment donné, on doit quitter le stade des promesses. On doit quitter le stade, oui, j'ai la volonté, mais non. Ceux qui ont fait développer leur pays, ils ne sont pas des surhumains. Et nous non plus, nous ne sommes pas de mini-humains. Nous sommes des humains comme tous les autres. Et je pense que quand on promet au moins, c'est la volonté, bien sûr, mais il faut aussi les moyens de la politique. Il faut dire, par exemple, que je veux que ça soit fait de cette façon, mais pour que ça soit fait, je fais ceci, je fais cela. Ça veut dire que j'extirpe les magistrats véreux, les avocats qui sont corrompus, on les chasse, les juges qui sont corrompus, on les chasse. C'est comme ça qu'on va porter une solution. Ce n'est pas une formule magique. On ne se réveille pas le matin, on dit voilà, abracadabra, on finit tout. Non. Même en Italie, lorsqu'il y avait la mafia italienne, la mafia gangrénait l'Italie, il y a eu 2 juges qui se sont levés. Ils disent non, mais on doit mettre fin à cela, mais comment faire? Il faut prendre une décision. On va commencer maintenant à traquer tout ce monde-là. Ça part d'une décision. On ne refuse pas les promesses. Oui, c'est bien. D'ailleurs, c'est beau entendre les promesses. Mais c'est un État.
C'est un État, ce n'est pas une maison. Nous devons diriger un État. Et un État, ça passe par là, l'intelligence. Ça passe par des canaux. On dit tel canal, on commence par celui-ci, on commence par celui-là. Voilà. Une autre promesse encore faite par le chef de l'État, c'est aussi, pourquoi pas, lever l'interdiction des manifestations pacifiques. Quelles sont les mesures à prendre pour réussir ces défis? Ça aussi, c'est une question qui est au centre de notre commission. Je pense qu'on est passé à un moment où il faut se dire politiquement c'était un peu agité. Et que si on veut passer à la seconde étape, on doit lever certaines choses. Par exemple, il y a la loi sur les défenseurs de droits humains qui doit passer. Il y a la loi sur la liberté de la presse. Et puis, la loi est claire. La loi dit qu'on informe à l'autorité. La loi ne dit pas qu'on demande la permission. Et les manifestations publiques sont en quelque sorte les lampes témoins de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas que les politiques qui revendiquent. Il y a aussi les travailleurs qui doivent revendiquer. Il y a aussi des enfants qui doivent revendiquer. Il y a aussi des étudiants qui doivent à leur tour revendiquer. Si on prend la politique prend l'État en otage, c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a ces genres de décisions. Et que maintenant, on doit gazer les grévistes de l'ONATRA. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés pour manifester. Parce qu'il y a 9 mois à Kinshasa, des hommes et des femmes ont balayé la ville et qu'ils n'ont pas été payés. Et à leur tour, ils sont encore gazés parce qu'ils revendiquent leur salaire. Là, ce n'est pas bien. Alors, c'est vraiment une question qui est au centre de notre commission et on y réfléchit. Une dernière question, Christelle Vwanga. C'est basé notamment sur la gratuité de l'enseignement de base qui fait débat en RDC. Quel regard y portez-vous? La gratuité est une bonne chose. D'ailleurs, c'est dans notre constitution. C'est une très bonne chose et c'est une chose à accompagner. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans un État. Ici, ce n'est pas l'église, ici, ce n'est pas la maison où on doit prendre des décisions anticipées, mal conçues. Parce que le niveau de base, si un enfant rate le niveau de base, c'est-à-dire le niveau primaire, cet enfant-là est irrécupérable. Vous allez voir, même s'il est en 6e, mais vous sentez qu'à un moment donné, il y a des trous d'air. C'est comme ça. Alors, si nous devons donner comme cadeau à la République, d'ailleurs, même la République, en donnant la gratuité, ce n'est pas gratuit. La République investit sur des citoyens qui, à leur tour, seront obligés de rendre à la République ce que la République leur a donné. Donc, nous devons veiller sur la qualité. Et la gratuité de l'enseignement, sans qualité de l'enseignement, c'est un œuf pourri qu'on est en train de refourguer à la République. Parce qu'un homme sage chinois a dit, si vous voulez détruire une République, n'allez pas chercher des bombes, détruisez l'éducation. Et avec ce qu'on a hérité, les reliques de cette éducation, si on veut par la suite ajouter le concept de la gratuité sans veiller sur la qualité, eh bien, attendons-nous à une bombe à retardement. Parce qu'en réalité, l'école, ce n'est pas un centre bien peint. L'école, ce n'est pas des fenêtres et des maisons. Les écoles, c'est aussi les bibliothèques, c'est aussi les livres, les librairies, c'est aussi les activités parascolaires. Tout ça là, on doit donner à nos enfants ce qui est mieux, le meilleur. On ne peut pas donner à nos enfants l'à peu près. On devait réfléchir d'abord. Et puis, il y a une chose. Si le professeur n'est pas bien payé, le magister dixit, qu'est-ce que le maître a dit? C'est un sens plat, le maître a dit. Ok, ça peut être positif ou négatif, mais si on ne paye pas bien les professeurs, ils ne vont pas bien former les enfants. Donc c'est une question qui mérite beaucoup de réflexion avant de donner ça à la République. Merci beaucoup à vous, honorable Christelle Vwanga, pour nous avoir éclairé par rapport à cette nouvelle fonction. Vous êtes donc désignée depuis novembre 2019 dernier comme étant présidente de la commission permanente des droits de l'homme, des droits humains à l'Assemblée nationale. Et bon vent. Merci madame. Place à présent, mesdames, messieurs, à la rubrique clin d'œil. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Le 25 novembre 2019 dernier, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, à Santiago, au Chili, devant le ministère de la Femme et de l'égalité de genre, plusieurs dizaines de femmes répondaient à l'appel du collectif Las Tesis en participant à une chorégraphie contre la culture du viol dans ce pays. Le chant relaye la parole des manifestantes qui accusent les forces
forces de police de violences sexuelles en marge des manifestations anti-Pinera. Après l'Amérique latine, le cri de guerre se propage en quelques jours dans les villes d'Europe, d'Amérique du Nord et encore d'Australie. Les femmes l'entonnent en espagnol, en anglais ou en français et l'adaptent parfois à l'actualité de leur pays, comme à Paris et à Bruxelles. Un bandeau noir sur les yeux, elle réalise une chorégraphie en chantant dans les rues de Santiago du Chili pour protester contre les violences faites aux femmes. Intitulé « Un violeur sur ton chemin », le chant et la chorégraphie dénoncent les violences sexistes et sexuelles, les viols, les féminicides, la société patriarcale, l'attitude de la police face aux victimes, la clémence de la justice envers les violeurs ou encore l'inaction de l'État chilien. Dans les rues de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, les femmes musulmanes rivalisent d'originalité pour combiner le port du voile et être à la pointe de la mode. Entre modernité et religion, les hijabistas, contradiction d'hijab, le voile islamique, et fashionistas, les fans de mode, ont décidé de ne pas choisir. Indonésiennes modernes, elles sont musulmanes, ce qui ne les empêche pas d'aimer la mode. Pour elles, pas de contradiction entre fashion et islam, et pas de compromis. Elle porte strictement la tenue musulmane, mais se pare de toutes les couleurs. Mais pour éviter de trop attirer les regards sur elle, y compris ceux des hommes, il faut jouer des subtilités. Les créateurs indonésiens rivalisent d'idées pour satisfaire la soif de beauté des femmes musulmanes. Tout en respectant à la lettre les préceptes du Coran, ces créateurs de mode font preuve d'une grande liberté dans leur création, de la diversité culturelle de l'Indonésie, ainsi que du batik, le vêtement traditionnel de l'archipel aux motifs tribaux de l'est du pays. Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été couronnée Miss Univers 2019 le dimanche 8 décembre 2019 dernier à Atlanta aux États-Unis à l'issue d'une cérémonie où il a été beaucoup question du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. La jeune femme noire qui porte ses cheveux naturels et courts a été chaleureusement applaudie après un vibrant discours sur l'empouvoirment des jeunes filles. Dans ce discours, d'après Couronne, une première dans l'histoire, la jeune femme de 26 ans a déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles. Des paroles chaleureusement applaudies par l'Assemblée, mais aussi largement saluées sur les réseaux sociaux. La candidate sud-africaine a terminé devant la concurrente de Porto Rico et celle du Mexique. C'est un panel de 7 femmes qui a jugé les candidates. La jeune femme aux cheveux courts a battu plus de 90 autres candidates pour remporter ce 68e titre des Miss Univers et succéder à Catriona Gray, Miss Philippines et Miss Univers 2018. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Tout est bien qui finit bien. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Merci pour votre attention particulière et à très bientôt.